Bonsoir à tous. Chaque année, nous tentons à temps présent de comprendre pourquoi les factures de caisse maladie prennent encore l'ascenseur. Nous enquêtons sur les dérives d'un système de santé qui s'emballe toujours plus. Nous interpellons les politiques et les experts à la recherche de solutions. Personne ne semble détenir la clé et tout le monde paye toujours plus. En 2030, une prime mensuelle s'élèverait à 800 francs. Or, un surprenant débat émerge timidement. Son point de départ, cette information brutale, choquante. Un patient coûte, lors de sa seule dernière année de vie, aussi cher au système de santé que sur l'ensemble de son existence. Autrement dit, plus on la prolonge, plus on alourdit la facture globale de la santé. Décider de maintenir en vie un patient grâce à un médicament cher, du personnel et des machines, c'est évidemment très généreux, mais cela a un prix. Alors certains osent briser le tabou. Jusqu'où sommes-nous prêts à payer encore les dernières années de vie? Notre société peut-elle encore supporter de telles charges alors que le nombre de personnes en fin de vie va encore augmenter? Et entre le respect de la vie humaine et le gouffre sans fond des frais de santé, où se trouve le point d'équilibre raisonnable? C'est une enquête d'Isabelle Ducret et Steven Artels. Les Suisses payent toujours plus de primes maladie. Chaque automne, l'urgence de trouver des solutions obsède le Parlement. Mais il est une piste que personne n'ose suivre. En moyenne, la dernière année de vie coûte en dépenses de santé aussi cher que toutes les autres années réunies. Le thème est complètement tabou, on ne veut pas en parler, on a du mal au ventre. Comment est-ce qu'on peut parler d'argent quand il y a une personne en fin de vie? Mais là, il y a une question de société qu'il faut discuter. On est en devoir de se poser la question, combien est-on disposé à payer au cours de sa vie, en moyenne par famille, pour permettre de prolonger la vie de 4, 6, 8 semaines? Les projections donnent le vertige. Les primes d'environ 400 francs en 2017 atteindront 800 francs par mois et par adulte en 2030. C'est trop, évidemment. Est-ce qu'on doit fixer une limite de prix aux soins en fin de vie ? Alors, la question du chiffre magique qui serait la limite, je pense que c'est une question tellement délicate parce qu'on se rend bien compte qu'on est quand même dans quelque chose de très compliqué qui est d'essayer de mettre un chiffre sur la vie humaine. Les patients, aujourd'hui, acceptent de moins en moins d'être au bout, au fond, de ce que la médecine peut offrir. Et nous sommes probablement partiellement responsables de ça, avec cette image très triomphante toujours que nous donnons de la médecine, alors que la médecine a aussi des limites. Alors évidemment, ça pose la question de savoir est-ce qu'on soigne trop certaines personnes à la fin de la vie. S'il est un service hospitalier où la médecine est concentrée, ce sont les soins intensifs. Ici, les patients sont en état de survie. On pratique des soins extrêmes qui ont un prix. Chaque lit coûte 1 million par année, environ 4 000 francs par jour. Aurélie avec monsieur A au C13. Donc c'est un monsieur qui est à J7 chez nous d'une HSA Fischer 4 sur une rupture d'anévrisme de la pica. Il y a une discussion aujourd'hui avec sa famille pour un éventuel retrait thérapeutique. Pour le cibler, c'est fini. Bonne matinée. Il est encore tôt. Aurélie va s'occuper d'un patient d'une 60aine d'années qui se trouve dans un état très grave. 7 jours après son opération d'un AVC massif, il ne se réveille toujours pas et ce n'est pas normal. Vous êtes aux soins intensifs. Vous avez saigné dans votre tête. Ouvrez les yeux si vous m'entendez. Je suis Aurélie, je suis l'infirmière qui m'occupe de vous aujourd'hui. Nous sommes le 15 mars et il est 8h du matin. Je serai là jusqu'à 15h30. Je vais mettre une lumière dans vos yeux. Vous regardez vos pupilles.
Le rôle de l'infirmière, c'est de tout observer pour détecter la moindre évolution. Elle ne s'occupe que d'un seul patient, éventuellement deux. Voilà. On compte environ un geste d'un soignant chaque minute. Le personnel, c'est ce qui coûte le plus cher dans le budget des soins intensifs. Serrez-moi les mains. Serrez-moi les mains. Vous lui parlez au patient? Qu'est-ce que vous vérifiez en faisant ça? Son état de conscience. Je regarde comment il se réveille. C'est vrai que c'est un patient qui a plus de sédation depuis le 9 mars. Donc là, on est le 15. Ça fait déjà un petit moment. Et puis, même des fois, il peut être dans un coma assez profond et entendre ce qu'on dit. Et du coup, ils peuvent se sentir perdus s'ils entendent du bruit, ils ne savent pas ce qu'on fait. Donc, j'essaye toujours de leur dire ce qu'on fait. On ne sait pas vraiment ce qu'il entend ou pas. Donc, là, je vais faire un petit tour au niveau des équipements. Hein, je vais regarder un petit peu, vérifier le matériel. C'est pour ça, si vous entendez du bruit, c'est normal, hein, un petit peu autour de vous. On fait le maximum pour ce patient. Mais là, en fait, on est vraiment au moment où on se pose la question de quel est le devenir pour ce patient. Ouais, je pense qu'il l'a vu son nom. Ouais. Je l'ai plus dilatée à gauche qu'à droite. Elle est réactive. Hein. Ouais, elles sont réactives les deux. Ouais. Dans le passé, les malades nous surprenaient et décédaient de causes inattendues. Nous sommes devenus relativement et même très bons à réanimer les patients et à prolonger leur vie, mais on est finalement arrivé dans une situation où des fois cette prolongation de vie, malgré les moyens qu'on y met, n'a finalement pas de sens, parce qu'on ne va pas pouvoir rétablir au fond de la qualité de vie. Les patients qui décèdent de façon surprenante, comme ça, par un arrêt cardiaque, par exemple, ou un arrêt respiratoire dans notre service, c'est de l'ordre de 10 à 15%. Ce qui veut dire que 80 à 85% des patients, ça va être un décès qui est le fruit d'une réflexion pluridisciplinaire d'arrêter les traitements ou de limiter les soins et d'arrêter les traitements qu'on juge à ce moment inutiles. Dans 9 cas sur 10, donc, il faut une décision pour arrêter le maintien de la vie. Est-ce que le prix des soins influence la réflexion? Le coût n'est jamais le moteur ni le déclencheur d'une décision dans le contexte notamment d'une limitation thérapeutique ou d'un arrêt thérapeutique. Je pense qu'on peut se dire qu'on a là, beaucoup de chance en Suisse et qu'on est dans un luxe qui permet de mettre la question du coût de côté. C'est pas dire que le médecin n'a pas de conscience médico-économique. Au contraire, notamment en tant que chef de service, je fais partie d'un comité de gestion. Nous nous sommes mis, il faut le dire, sous une certaine pression d'économie. Et je pense que c'est une chose normale et une bonne chose. Mais au moment de la prise en charge aiguë d'un patient, où les questions de vie ou de mort sont présentes, je pense que la réflexion au niveau du coût est de loin pas la première qui vient à l'esprit. On a des éléments paracliniques, surtout de l'imagerie, également légers, qui nous montrent qu'on est dans une situation extrêmement grave, avec, disons, une probabilité assez importante pour qu'il y ait des séquelles très importantes s'il devait passer le cap des soins intensifs. Ouais, tout à fait. Objectif du jour. Je pense que la priorité, c'est la discussion avec la famille. Je pense que c'est l'objectif principal d'aujourd'hui. Lorsque le malade ne peut plus s'exprimer et qu'il n'a pas laissé de consignes, comme pour ce patient des soins intensifs, c'est légalement les proches qui deviennent les interlocuteurs pour trancher s'il faut continuer les soins ou non. Une décision d'autant plus difficile lorsque la situation est soudaine et la famille sous le choc. Mais dans le cas d'une maladie évolutive, c'est possible de se préparer. Et là, le CHUV a développé une excellente idée. Les oncologues de l'hôpital vaudois peuvent proposer à certains de leurs patients une consultation spécialisée sous une forme tout à fait originale. Bien, Madame Simon, on va se lancer dans le jeu de cartes, si vous êtes d'accord.
Donc l'idée, c'est justement de pouvoir à l'avance, tant que vous avez votre capacité de discernement, que la tête est claire, de dire qu'est-ce que je veux pour ces mois qui viennent et qu'est-ce que je veux pas. Et l'idée de faire ce projet thérapeutique et ces directives anticipées, c'est pour qu'après, le corps médical et des soignants respectent vos décisions. Je prends la première. Avoir mes affaires financières en ordre, je pense que c'est très important. Voilà. Avoir préparé mes obsèques, pour moi, c'était très important parce qu'elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Voilà. Le jeu compte 36 cartes qui permettent de passer en revue tous les chapitres, du médical à l'intime, en passant par le familial ou même le financier. Chaque patient réfléchit selon son histoire et ses priorités, un processus qui demande du temps. Ne pas être branché à des machines, très important. Très important. Mais il y a machine et machine. Alors là, vous m'expliquerez. Vous, dans votre représentation, ne pas être branché à des machines, ce serait quoi comme machine? Ne pas être sous respiration artificielle, ne pas être nourri par sonde. D'accord. Et puis c'est tout. Donc ce serait des appareils qui potentiellement pourraient prolonger votre vie, que vous ne voudriez pas. Exactement, c'est ça, oui. Ok. La maladie de Madame Simon a été diagnostiquée en 2010, un cancer du pancréas dont on sait qu'il laisse peu de temps. Une opération, des chimiothérapies, elle a de beaux moments de répit. Malgré tout, en juin 2016, elle ressent un tournant. Tout d'un coup, mon corps en a eu assez de ce qu'on m'infiltrait. Et voilà, il a dit non, et ma tête a suivi. Elle a dit non, voilà. J'étais absolument lasse de pas des séjours, mais de ces passages aux chuves qui, pour une chimio, durent quand même plusieurs heures. Et j'étais vraiment arrivée au bout de ce que je pouvais supporter, pas physiquement, je dirais, parce que je n'ai pas souffert, mais mentalement, je n'étais plus apte à aller tous les 15 jours aux chuves, m'installer sur un siège de traitement. C'était fini, je ne pouvais plus. Voilà. Ça vous a soulagé lorsque les médecins, finalement, ont rejoint ce que vous ressentez? Oui, parce que je me sentais appuyée dans ma décision. Ce n'était pas une décision que j'avais prise seule. Vous en avez fait beaucoup, de ces chimios. Je crois une 50aine. Vous savez que notre reportage il porte sur la question des coûts. Est-ce que pour vous, à un moment donné, dans votre traitement, c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit? Évidemment que quand je recevais les doubles de factures des chimios, j'étais un peu surprise parce que c'était des sommes assez considérables. Mais par contre, depuis que je suis en soins palliatifs, je reçois des doubles de factures qui n'ont rien à voir avec les factures que je recevais quand j'avais des chimios. Voilà. Mais c'est juste pour vous qu'on ne s'occupe pas du coup quand on est en traitement? On ne s'en occupe pas, en tout cas pas au début. Et puis à la longue, on réfléchit un petit peu et on regarde ses factures. On ne fait pas le total, mais on se rend compte que ça coûte cher. Oui, oui. Mais par contre, ça a valu la peine. Voilà. Voilà. Pouvoir décider de sa fin de vie, on le souhaite tous. C'est un atout éthique indéniable, qui pourrait bien avoir un impact financier d'ailleurs, car les deux ne sont pas incompatibles. Pour les gens qui sont prêts à faire ce type de démarche et qui arrivent à clarifier ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas, ça va beaucoup aider les médecins dans les prises de décision, quand les prises de décision sont ambiguës, et ça nous permettra peut-être d'éviter des examens inutiles. Alors, est-ce que ça a une répercussion majeure sur les coûts de la santé publique? Il y en a encore trop peu de patients qui font ce type de démarche. Mais il y a, je ne sais pas, sur les 50 dernières directives anticipées que j'ai faites, il y en a peut-être eu
un dixième où il y a eu clairement clarification dans la prise en charge et où on a renoncé à certains soins parce que c'était le désir de la personne. Donc, en tout cas, être traité comme je veux, les directives anticipées, ça va vous permettre vraiment de vous assurer, même si vous n'êtes plus en mesure de communiquer, qu'on va respecter Voilà, ça. c'est ça. Ça, c'est très important, ouais. je trouve. Ouais. Oui. OK. Ça vous a fait une crise d'angoisse. C'était le fait que la porte soit ouverte qui vous dérangeait, la lumière. Oui, voilà. Moi, il faut que ça soit fermé, que ça soit tranquille, pas de lumière. D'accord. Il y avait d'autres choses qui vous angoissaient à ce moment-là? Des idées, des choses? Rien de spécial. Rien de non, spécial. Je trouvais la tête, je voyais. Ce n'est pas parce qu'il est aux soins palliatifs que le malade est prêt, ni d'ailleurs qu'il a rédigé des directives anticipées. Dans ce service, les soignants ne cherchent plus à prolonger la vie, mais à améliorer la qualité du temps qui reste. Une approche pluridisciplinaire qui englobe le physique et le psychologique. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. On vient pour la visite médicale? Comme chaque matin? Vous voulez voir comment s'est passée la nuit pour vous? Très mal. Très mal. Vous arrivez à nous dire par rapport à quoi vous étiez angoissé? Je ne sais même pas moi. Vous ne savez même pas, vous? C'est peut-être la radio, mais Ouais. je travaille beaucoup comme ça, je sais pas. Tout le corps. Sur tout le corps, vous avez l'impression qu'il y a ça. Puis votre morale dans tout ça, comment ça va? Le moral, c'est à coup aussi. C'est au bas. C'est aussi en bas. Vous avez des inquiétudes en particulier par rapport à la suite? Je pense que guérir, mais guérir, c'est impossible. Alors, avec l'espoir de passer encore des bons moments. Vous commencez à douter qu'il y ait encore des bons moments? Ouais. C'est ça qui vous... Les directives anticipées sont très importantes pour ancrer ce que le patient désire ou surtout ne désire pas comme type de soin si à un moment donné il perd sa capacité de discernement. Ceci étant, et ce que peut-être on a tendance à oublier, c'est qu'il y a la notion de l'indication médicale qui reste importante. De réanimer un patient de 90 ans, polymorbide, non seulement ça n'a pas d'indication, mais ce n'est pas la question du coût qui va réguler mais la question que c'est absolument déraisonnable et que ça va engendrer pour le patient, parce que c'est ça qui m'importe, des désagréments et peut facilement aller dans ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Donc pour moi, c'est mon rôle, c'est notre rôle de médecin, lorsqu'on va vers de l'acharnement thérapeutique, de dire non. Alors dire non, ça ne veut pas dire non, on coupe tout, c'est exclu que, mais d'expliquer, il faut leur parler. La volonté du patient prime, mais pour autant qu'elle ait du sens médicalement. Une évidence à ne pas oublier. Les limites de la médecine sont évidentes parce que nous allons tous mourir. Alors si on pense à la médecine comme une lutte contre la mort, eh bien, on va toujours échouer. La dernière année de vie, effectivement, est la plus chère en moyenne pendant tout le parcours de vie d'une personne. Et il faut se demander si tout ce qu'on fait dans cette dernière année de vie fait vraiment du sens pour les patients et non pas pour d'autres éléments du système industriel de santé. Ce qui est étonnant, c'est que parfois, en dépensant plus d'argent, on ne rallonge pas du tout la vie, on la raccourcit même. Alors là, il faut voir non seulement combien de ressources on a, mais est-ce qu'elles sont bien dépensées. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer faire des économies sur cette dernière année de vie? L'économie est un effet secondaire de la bonne médecine. Alors, il faut faire de la bonne médecine. La bonne médecine, c'est individuel. Moi, je me demande, mais pourquoi ne serait-il un droit humain d'avoir accès à des soins palliatifs qui arrivent à la même prolongation de la vie, mais avec une amélioration de la qualité de vie, c'est ça l'effet secondaire, et
avec une réduction des coûts. Et là, c'est comment on distribue nos ressources à une population qui est vieillissante. Donc, on aura de plus en plus à la fois de gens âgés et de gens malades. Et c'est là où on est en tension pour nous, hein, entre la bienveillance et le respect de l'autonomie d'une part à l'égard de nos patients, et puis l'équité à l'égard d'une communauté qui est la nôtre. Je pense qu'on arrive à un seuil qui va devenir problématique ces prochaines années. Et ça va devoir être une discussion, à mon avis, qui dépasse très largement la dimension des soignants. Mais c'est une question de société maintenant qu'on va devoir se poser, qu'on doit se poser, même maintenant déjà, pas dans le futur, mais maintenant, oui, je pense. En attendant, les coûts de la santé continuent de grimper, inexorablement. Ils ont atteint 77,8 milliards de francs en 2015. C'est plus du double des dépenses consacrées à l'éducation. On est tous à l'intérieur d'un espèce de délire public qui est axé sur des fondements éthiques qui sont ceux des années 60 et 70. Ceci allait bien quand la technologie médicale était moins chère et moins puissante. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on peut vraiment s'offrir toute technologie pour n'importe qui selon les désirs, ou est-ce qu'il faut mettre ordre là-dedans et fixer des priorités comme d'autres pays ont dû le faire parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'argent? Mais la question du coût devrait aussi être abordée avec le patient? Oui, j'en suis persuadé. Je crois qu'on doit sortir de l'idée que différemment que tous les autres secteurs de la vie, dans le secteur de la médecine, les coûts ne jouent aucun rôle. Pour après se plaindre chaque septembre quand les primes augmentent. C'est difficile de planifier avec courage une évolution qui touche des choses aussi sensibles que ça. Est-ce que si je demande à des personnes « À quoi êtes-vous prêt à renoncer ?» Souvent, il n'y a pas de réponse. C'est un peu ça. Alors, comment s'en sortir? Si on a le courage de parler de ça dès le début avec le patient, en introduisant un autre interlocuteur, qui serait un médecin de soins palliatifs précocement et qui donc peut donner une autre perspective sans les mêmes enjeux, puisque c'est pas lui qui détient les clés des médicaments. Et donc je peux lui parler librement en tant que patient de mes doutes, de mes inquiétudes, de mais est-ce que vraiment il faut que je fasse encore ce nouveau traitement? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Sans avoir de crainte au fond de donner à son médecin oncologue, l'impression de ne pas être au même diapason et de ne pas être aussi combatif que lui. Je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut essayer d'avoir cette conversation continue, ce dialogue qui fait que le moment venu, au fond, le chemin se fait naturellement. La bonne médecine, celle qui n'a pas peur de parler du sens, cette bonne médecine est aussi la plus économique. Aux soins intensifs, notre patient en est à son 8e jour dans le coma. Mais il y a du nouveau. Je suis Aurélie, je suis l'infirmière qui m'occupe de vous. Vous m'entendez? Ouvrez les yeux si vous m'entendez. Ouvrez grand, grand, grand les yeux. Allez-y, ouvrez les yeux. C'est super ce que vous faites là. Ouvrez encore un peu plus. Il a réagi à la demande quand vous l'avez appelé? Alors voilà, oui, à la stimulation, il a juste ouvert un peu les yeux. Et ça, c'est nouveau? Oui, c'est nouveau par rapport à hier, où il ouvrait les yeux de temps en temps, mais jamais à l'appel. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut interpréter de ça? On se dit que là, gentiment, il est en train de se réveiller. Après, on ne sait pas encore comment il va se réveiller. Mais ça, si on est de la famille, c'est un énorme signe d'espoir, ça. Ah oui, tout à fait.
Et puis justement, nous aussi, après quand il y a des signes comme ça, on se laisse plus de temps. Donc le fait de se laisser du temps, de faire des examens complémentaires, déjà on en saura plus. Et puis après, quand on en saura plus, on pourra rediscuter avec la famille pour dire voilà comment monsieur pourra être. Et puis est-ce qu'il aurait aimé être comme ça Est-ce qu'on n'est pas malfaisant? Parce qu'il ne faut pas non plus faire de l'acharnement. Est-ce qu'à un moment donné dans la discussion, la question du coût intervient? Alors pas du tout. Vraiment, pas du tout. C'est vraiment le patient qui est au cœur de notre prise en charge et qui l'influence. Au fil de la journée, des blouses blanches se pressent autour des lits pour ausculter encore et encore les patients et réfléchir au choix des traitements. Pour les cas les plus critiques, comme celui dont s'occupe Aurélie, il arrive que les professionnels, ensemble, médecins, infirmières et aides-soignants, se réunissent pour parler de toutes les options, sous l'égide d'une spécialiste de l'éthique expérimentée. Un regard précieux. Donc, monsieur Benoît, il a 60 ans, il est hospitalisé chez nous depuis 9 jours. Ouais. Bon, racontez-moi la suite. Ce que nous dit très clairement la famille, c'est que lui, quoi qu'il arrive, veut vivre, aurait voulu vivre. À savoir, voilà, même avec un niveau de dépendance important, même avec des séquelles, ça c'est effectivement dit par la famille. Ils n'en ont jamais discuté avec lui clairement, mais ils disaient que c'était quelqu'un qui aimait la vie et qu'il avait déjà eu un accident vasculaire cérébral fin d'année, que de toute façon c'était quelqu'un... que de toute façon, quel que soit son état, le plus important pour eux était qu'il vivait. Parce que c'est un peu la pire des situations, parce qu'il peut rester comme il est, avec une sorte de coma profond, avec des yeux qui s'ouvrent. Et ça, c'est une terrible situation pour les familles, parce que quand les patients ouvrent les yeux, ils ont l'impression qu'il va se réveiller. Ce qui n'est pas évidemment certain. Et il ne faut pas tomber dans l'écueil de répéter des examens, parce que chaque fois qu'on fait un examen, ils ont l'espoir que qu'on puisse faire une découverte contraire à ce qu'on a déjà dit. Car si la situation ne s'améliore pas, il faudra bien convaincre la famille. À un moment donné, on va dire à la famille, écoutez, si aujourd'hui on insiste pour essayer de maintenir en vie, c'est pour vous, mais pas pour lui. Nous, de notre côté médical, nous n'avons plus espoir qu'il puisse revenir à la vie. Et il faut peut-être mettre aussi en exergue ce que nous, on appelle la vie, et eux, comment ils perçoivent la vie. Parfois, ça aide, parce qu'on n'est pas d'accord, apparemment, sur ce qu'on attend de la vie. Je parle, moi, du sens que je donne à mon métier. Voilà, je suis médecin, et ma mission, c'est de rendre la santé au patient, de lui rendre une vie qui a un sens. Donc ne m'obligez pas à poursuivre quelque chose auquel moi je ne peux plus croire. Voilà. Je suis désolée, je vais vous faire une réaction douloureuse au niveau des mains. Je vais faire pareil au niveau du pied. Vous allez sentir une petite sensation douloureuse. Voilà, super. Autre facteur déterminant en termes de coût de la santé, la population vieillit. En 2050, les décès auront augmenté de 30%. Il y aura donc 30% de personnes de plus en fin de vie. Si on vit plus longtemps, on a le temps d'accumuler plus de maladies. Si on me soigne d'un infarctus à l'âge de 50 ans, eh ben, ça aura coûté le prix de me soigner d'un infarctus. Et si je ne décède pas, j'aurai peut-être le temps d'attraper un cancer à 65. Et si on me soigne et qu'on me resauve la vie, j'aurai le temps ensuite d'attraper encore une autre maladie à 80-90 ans. Et j'aurai totalisé toutes ces factures avant d'arriver à mon décès. Alors que si j'étais morte la première fois, ça aurait coûté moins cher. C'est ça. En clair, c'est ça que ça veut dire, que le vieillissement de la population fait gonfler la facture, c'est qu'en fait, la médecine fonctionne.
Les progrès de la médecine nous permettent d'avoir plusieurs fins de vie, ou plutôt plusieurs renaissances. Un phénomène amplifié depuis peu par les immunothérapies. Ces nouveaux traitements stimulent directement le système immunitaire du malade pour qu'il combatte lui-même sa maladie. Ça fait plaisir de vous revoir. Mon équipe vous a beaucoup vu ces derniers temps. Moi, un peu moins, mais c'est une histoire de plusieurs années. Ça fait probablement depuis 2013 qu'on est dans cette histoire de maladie qu'on soigne, mais qu'on n'arrivera probablement jamais vraiment à éradiquer, à guérir, comme on dit. L'idée est de la garder sous contrôle. Puis on y est arrivé vraiment par moment, et puis par moment pas. Et vous avez déjà fait, on n'arrive plus à les compter, hein, combien de traitements? Moi, je ne sais même plus. Non, mais j'aurais dû noter, mais je ne l'ai jamais fait. Madame Wagner s'est défendue contre un cancer des poumons rare, un cancer de non-fumeur qui l'a attaqué en 2012. Les oncologues tentent des interventions, de lourdes chimiothérapies. Et l'été dernier, un peu en dernier recours, ils proposent une immunothérapie. Cette dame a très clairement dit que ça fait du sens de continuer, que la qualité de vie qu'elle a aujourd'hui, si je la prolonge de 2 mois, 3 mois, 1 année, 3 ans, cette qualité de vie lui plaît, ça fait du sens. Et le traitement réussit au-delà des espérances. Très fin. Et scanner après scanner, on voit que ça diminue de façon très franche. Je m'en voyais vraiment très bien cette masse ici, qui a totalement disparu, qui est près de la scissure du poumon. On voit bien cette masse-là qui maintenant est plus visible ici. Donc la question que les patients dans votre cas me posent, c'est de se demander, mais ça va continuer à diminuer? A priori, oui, mais je ne sais pas. Voilà. C'est stupéfiant parce que certains patients ont un bénéfice qui, d'abord, est dramatique, très rapide, avec un médicament qui a très peu d'effets secondaires. Hein. La maladie va diminuer très vite. Mais ce qui est stupéfiant, c'est que cette réponse, elle peut des fois durer très longtemps. Efficace à l'évidence, mais hors de prix. Les immunothérapies sont prises en charge par l'assurance maladie et elles peuvent coûter plus de 100 000, voire 150 000 francs par an. Celui-là, là, hop. Ah, voilà. Est-ce que des fois, je ne donne pas un médicament efficace parce que je le juge trop cher? Alors là, ma réponse est très claire. Non. Comme médecin, et dans tous les principes dans lesquels j'ai inscrit mon activité professionnelle, je dois donner à mon patient, au meilleur moment, le meilleur traitement. Son coût est bien sûr un facteur important pour la société, mais moi, j'ai en face de moi mon patient. Et je dois soigner mon patient au mieux de mes connaissances et au mieux de ce qui est disponible. C'est vrai que cette assurance maladie permet au moins d'avoir l'assurance qu'un traitement qui est enregistré, donc un traitement qui pour l'instant est accepté par nos comités scientifiques d'évaluation, soit accessible à tous les patients. Quelle chance on a! Quelle chance! Mais pour combien de temps? Peut-être qu'il en sera tout autrement dans quelques années. Par exemple, en 2049, comme dans cette fiction. La médecine dépendrait des finances de chacun, et avec des médicaments hors de prix, il y aurait forcément ceux qui pourront se les offrir et qui donc vivront plus longtemps. Un cancer. Un cancer. Vous êtes sûr? C'est ce que nous dit le Sherlock. Et le Sherlock... Le Sherlock. Il peut pas se tromper? Non, non, non. Il peut me guérir? Dans l'absolu, oui, mais... Oui, dans l'absolu, oui. Mais pas dans votre cas particulier, monsieur. Ah bon? Pourquoi? Eh ben, parce que votre situation financière, c'est que vous avez une toute petite pension, hein. Vous avez pas d'argent de côté, d'accord? Et cette mutuelle, elle prend en charge le diagnostic, mais elle prend pas en charge le traitement. Voilà. Ah ben, dis donc. Donc, va falloir qu'on envisage ensemble d'autres solutions. C'est une fiction, bien sûr, mais pas si absurde peut-être pour le futur. Madame Hart se rend au CHUV toutes les 3 semaines pour recevoir une perfusion de Perjeta. Le Perjeta est un exemple de ces médicaments efficaces, mais très chers. Mis sur le marché en 2013, il se combine avec 2 autres médicaments pour traiter une forme agressive de cancer du sein, souvent chez des femmes jeunes. Prix du traitement, environ 7 000 francs par mois. Mais les résultats en termes de prolongement de la vie sont exceptionnels.
Vous allez devoir le prendre combien de temps, ce Perjeta? Alors, dans mon cas, ce sera à vie, en fait. C'est ce qui va m'aider à vaincre le plus longtemps possible. Donc, il en fera toujours partie. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra le faire avec comme j'ai fait par exemple l'année dernière, avec une chimiothérapie. Mais en fait, le traitement, lui, ne s'arrête pas, ce traitement-là. Et c'est ce qui permet de ralentir aussi la maladie. Vous pensez que si vous l'aviez pas eu, le Perjeta? Je sais pas, je crois pas que je serais là aujourd'hui, peut-être. Donc pour vous, c'est un médicament fantastique, merveilleux, et d'avoir une bonne qualité de vie, en fait. Parce que c'est ça que pour moi, si je savais pas que j'avais un traitement à suivre, je me sens en bonne santé. Et ça n'a pas de prix, en fait. Il y a plus de 15 ans, Madame Hart s'est remise d'un premier cancer du sein. En 2014, des douleurs dans une jambe révèlent une récidive de la maladie, avec des métastases dans les os cette fois. Son oncologue propose un traitement avec le Perjeta. Les résultats sont immédiats et à peine croyables. Je vais bien, je peux faire certains exercices, j'ai une vie, je travaille à 50%, je voyage, j'ai pas d'effets secondaires. Donc, tout va bien. Vous y pensez parfois au coût? C'est vrai que le traitement est cher, mais vous y pensez? J'y pense et je me dis que j'ai beaucoup de chance parce que, en fait, le coût, en gros, je le vois quand même parce que je vois des factures. Je reçois les copies des factures qui sont envoyées et je me dis que j'ai énormément de chance qu'on m'accorde tout ça. Mais la question ne se pose pas, quoi. Je pense que n'importe quelle personne, même en sachant que le coût est élevé, on devient peut-être un petit peu égoïste en se disant « Oui, finalement, j'ai le droit d'être ici encore le plus longtemps possible. » La qualité de vie que vous avez. Et la qualité de vie que j'ai, parce que ça, c'est aussi primordial. C'est vrai que la question d'argent, en fait, elle a très peu été abordée. On a dit le médicament est un médicament cher, relativement nouveau, mais vous ne payerez rien. Un sacré soulagement quand on a besoin de toute son énergie pour se battre contre une maladie mortelle. En Suisse, pour l'instant, on ne restreint pas l'accès à ces nouvelles thérapies onéreuses. Le problème, c'est qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Le fabricant du Perjeta, c'est Roche. Le géant bâlois repose tous ses espoirs sur ce médicament pour rester leader dans le domaine du cancer. Les ventes ont encore progressé de 26% l'an dernier. C'est un blockbuster. Roche a accepté d'accorder une interview, sous condition toutefois. Nos questions ont dû être fournies à l'avance et limitées. Le négociateur pour la Suisse de Roche commence par nous présenter les plus récentes évaluations du Perjeta. Ce qui me réjouit particulièrement, c'est qu'une étude démontre que la combinaison avec le Perjeta a de bons résultats, aussi à un stade plus précoce de la maladie, lorsqu'il n'y a pas de métastase. Et là aussi, ces résultats sont bons, comme ceux obtenus avec notre thérapie standard. Ce traitement standard a permis de soigner en Suisse plus de 2000 femmes. Les experts l'affirment, le Perjeta va nourrir les bénéfices de Roche à l'avenir, un bénéfice déjà proche de 10 milliards en 2016. Mais comment fixe-t-on le prix d'un médicament en Suisse? Une question légitime. L'impact sera direct sur les primes des assurés. Autour de la table des négociations, deux interlocuteurs. Le premier, c'est le fabricant du médicament, donc Roche pour le Perjeta. Il impose un montant de départ sans avoir l'obligation de justifier ce prix. En face, l'Office fédéral de la santé publique, l'OFSP. Lui, son rôle, c'est de négocier le meilleur prix pour la population suisse. Des négociations de plus en plus ardues.
Oui, je pense qu'il est de plus en plus difficile. Je pense aussi que l'industrie pharmaceutique est sous une certaine pression, qu'elle se donne eux-mêmes en partie. Mais je remarque qu'il y a une montée de la pression. On se dit, mais ils vendent pas du café, ils vendent des produits essentiels à la vie. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est choquant pour vous, de voir à quel point ils négocient des prix? Il arrive en effet que je suis choqué par les idées des prix de l'industrie pharmaceutique. Je me réfère aux lois et nous essayons de trouver un prix qui est adéquat, économique et efficace. Je comprends très bien qu'on puisse se faire des idées sur ces prix. Les prix d'un nouveau médicament seront déterminés selon le bénéfice. Concrètement, cela veut dire que l'on tient compte du bénéfice d'un médicament, par exemple la prolongation de la vie, la qualité de vie, le retour plus rapide au travail. C'est cela qui détermine le prix. Les médicaments sont soumis à des examens rigoureux. Ils sont régulièrement réévalués et je trouve génial qu'en Suisse, on puisse soigner le dialogue, que l'on puisse parler les uns avec les autres, même si nous avons des avis divergents et que nous défendons des intérêts différents. Je trouve que nous devrions être fiers d'avoir une culture de recherche de solutions avec les autorités et tous les autres participants. Mais dans la salle des négociations, le duel n'est pas à armes égales. La Suisse est un tout petit marché. Elle ne pèse pas lourd face aux géants pharmaceutiques dont le but est clairement lucratif. Jusqu'à récemment, l'impression qu'on retirait comme observatrice, que je suis, c'était qu'on essayait même pas vraiment beaucoup de négocier. Ça a quelque peu changé. Mais c'est vrai que c'est important de se rappeler que c'est pas juste parce que le fabricant a dit que le prix est justifié. Que le prix affiché est tel prix, puis voilà, c'était vrai, comme c'est vrai que si je lâche une pierre, elle tombe, c'était vrai. C'est pas comme ça. Pour le Perjeta, Roche et l'OFSP tombent d'accord en 2013. Le traitement combiné avec Perjeta coûte 124 000 francs, soit 70 000 francs de plus que l'ancienne formule sans Perjeta. Il prolonge la vie en moyenne de 6 mois de plus pour 70 000 francs. Il était prévu de réévaluer cet accord en 2014. Or, cette fois, le ton monte entre l'État et la pharma. Nous n'étions pas d'accord après d'âpres négociations sur la hauteur du prix. Pourquoi? Ce médicament est utilisé avec un autre médicament qui a perdu la protection du brevet et le prix baisse dans ce cas-là pour ce médicament qui perd la protection du brevet. Et nous défendions l'argument qu'il fallait tenir compte de cette baisse de prix. Autre point de discorde, Roche affirme que l'efficacité du Perjeta permet de dépasser largement les 6 mois de vie supplémentaires, augmentés maintenant à 15 mois. L'OFSP veut des preuves. Nous avions à ce moment-là pas des résultats suffisants qui nous prouvaient que l'efficacité était celle que prétendait Roche. Nous n'avons pas trouvé d'accord parce que les autorités voulaient baisser le prix du traitement combiné de 20%. En outre, la plus-value en termes de prolongement de la vie, qui est un prolongement moyen de 15 mois maintenant, n'a pas été prise en compte dans le calcul du prix comme nous le souhaitions. C'est avec cela que Roche n'était pas d'accord. Et c'est en conséquence de cela qu'il y a eu un retrait de la liste des spécialités. Un retrait de la liste des spécialités, cela signifie que le traitement avec Perjeta n'est plus pris en charge par la LAMAL. Conséquence, les patientes prises en otage dépendent désormais du bon vouloir des assureurs pour être remboursées. Le bras de fer dure 1 année et en juillet 2015, il y a clairement un vainqueur. Le prix a pris l'ascenseur. L'OFSP a réévalué la plus-value du Perjeta dans la combinaison et en a reconnu le bénéfice. Et cela a abouti à une hausse de 4% du prix, ce qui a permis de le remettre dans la liste des spécialités. Il y a eu une prime à l'innovation de 50%.
C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est un signe clair que ce produit a une grande valeur pour les patientes. En 2015, lorsque le médicament est revenu dans la liste des spécialités, son prix était plus élevé qu'avant, alors que vous demandiez une baisse. C'est paradoxal. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est peut-être paradoxal à première vue. Nous sommes appelés à voir si le médicament est efficace. Roche nous a soumis des études qui prouvent que ce médicament amène une prolongation de la survie de passer 15 mois, ce qui peut être considéré comme un progrès remarquable. Et pour ces cas-là, nous avons la possibilité d'attribuer une prime à l'innovation, ce qui a été fait et ce qui a amené à cette différence de prix. Vu de l'extérieur, on a l'impression que vous avez cédé à Roche. Je suis d'accord avec vous. Vu de l'extérieur, ça peut paraître comme ça. Nous avons des règles et nous avons fait l'analyse selon les règles. Au final, au lieu de baisser, le prix du traitement Perjeta a augmenté de 4%. Et ce n'est pas fini. Une nouvelle négociation est prévue pour le prix 2018. De nouvelles études révèlent une efficacité encore améliorée du traitement. Roche pourrait exiger plus. Si l'OFSP refuse, le traitement pourrait à nouveau sortir de l'assurance de base et les patientes devront à nouveau plaider leur cause auprès des assureurs pour obtenir le remboursement au cas par cas. Les négociations sur le prix se passent à huis clos. Impossible d'avoir le moindre détail malgré notre insistance. Même les assureurs n'ont rien à dire et aucun moyen de recourir. Observateur critique du processus, Monsieur Médicament de Santé Suisse, la fêtière des caisses maladies. Nous, on pense que c'est beaucoup trop payé pour une innovation comme ça. Aujourd'hui, les seuls qui peuvent faire un recours, qui peuvent aller en cours, c'est l'industrie, c'est la firme pharmaceutique. Nous, on ne peut rien faire contre un prix qui est trop élevé. Avec des technologies nouvelles qui arrivent, il y a une augmentation de prix. Mais si on introduit vraiment les principes économiques dans le système, si on fait des appels d'offres, si on installe une compétition dans le système, je pense qu'on peut épargner beaucoup de coûts. Mais pourquoi on ne le fait pas, déjà maintenant? Pourquoi on ne fait pas? Je pense les gens qui vont avoir moins de chiffre d'affaires, ils râlent le plus. Et ils influencent beaucoup. Ils ont trop d'influence. Et le peuple, il pourrait faire quelque chose? Oui, mobiliser les politiciens. C'est un manque de courage, selon vous, de la part des politiques? Oui, probablement. Oui, ou ils ont trop d'intérêts différents. Y compris ceux des assureurs. Bien sûr. Donc vous êtes aussi assez présent, vous pourriez aussi faire quelque chose par ce biais-là. Oui, on peut penser, oui. Donc? Bon, on essaye. On essaye, on réussit pas toujours. C'est pas vous qui pouvez, au Parlement, empoigner ce problème? Mais j'ai essayé, mais sans aucun succès. C'est un thème dont on ne veut pas s'occuper. Quand on essaye d'anticiper des décisions qui doivent être prises, mais que le peuple n'est pas mûr, dans une démocratie directe, vous n'avez aucune chance. Le peuple va dire non à toute décision qu'on prend ici dedans. Même l'État est dans une situation très difficile, puisque si une grande entreprise pharmaceutique mondiale, c'est vraiment des géants de l'industrie, dit, écoutez, si vous fixez un médicament en dessous de 1000 francs, par exemple, je retire le médicament du marché, je ne le vends plus en Suisse. Il y a quelque part un chantage là derrière, et celui qui produit le médicament, il peut toujours compter sur l'attente des patients, donc la force du marché, la force de la demande par rapport aux médicaments. Un cercle vicieux qui nous rapproche dangereusement de notre fiction, version 2049.
Je vais vous expliquer. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. Non, c'est un suicide. Comment? Vous me parlez d'un suicide. Non, c'est un... Que je demande mon suicide de ne pas le faire moi-même, Monsieur, mais que ce soit je vais fait vous par expliquer, après on en parle. C'est un peu compliqué déjà. Donc l'ASVA, ça correspond à l'arrêt volontaire des fonctions vitales assistées. Donc c'est une cérémonie où, sans douleur, vous serez endormi. Et voilà, vos enfants toucheront une prime de décès volontaire. Les conséquences du poids financier sur la société de ces traitements chers mais essentiels à la vie, ce sont les étudiants en médecine, les docteurs de demain qui y seront le plus confrontés. De ce que la médecine doit offrir. Il y a des hésitations là-autour. Et on l'a vu, on ne peut pas littéralement couvrir absolument tout. Parce que littéralement absolument tout, ça demande des moyens, pas juste très importants, ça on aurait encore, mais infinis. Ça on n'a pas. Et puis, la prof de bioéthique leur fait prendre conscience de l'enjeu pour l'avenir. Car aujourd'hui, personne n'a trouvé de réponse, ni franchement empoigné le problème, pas même l'État. Le pilotage est flou. Et c'est un problème. Pour pouvoir réformer le système, pour pouvoir l'améliorer, il manque en clair d'un pilote dans le bateau. Si on prend le cas du Perjeta, l'État cède face au pharma et le médicament revient plus cher qu'avant sur le marché. Oui, ça c'est un constat que je fais avec vous. Ouais, c'est un constat que je fais avec vous, ça ne veut pas dire que ce soit un bon état de choses. Hein. Ça montre bien que l'État ne prend pas les choses en main. Ça veut peut-être dire qu'il n'est pas en mesure de les prendre en main. Ça, c'est une lecture alternative. Dans mes cours, j'essaye d'expliquer aux étudiants comment il faudrait réfléchir pour que les choses soient justes. Alors ensuite, on est dans la vraie vie. Les choses ne sont pas toujours justes à l'arrivée. Le risque dans la vraie vie, c'est que les enjeux économiques prennent le dessus. Qu'on ne puisse plus être soigné individuellement, mais selon des règles rigides, forcément arbitraires. Non, c'est bon, on va pas la planter. Le risque, c'est que les milliards investis dans la santé servent d'autres intérêts que le principe de solidarité si cher à notre système. Que l'accès pour tous à ces nouveaux médicaments prometteurs soit compromis. Un jour, on risque de demander aux patients combien pour vivre un an de plus. C'est bizarre la vie, hein. Tout est bizarre. Un mot encore sur Ignazio Cassi, notre nouveau conseiller fédéral, élu hier. Dans le reportage que vous venez de voir, Ignazio Cassi était encore conseiller national et président de la Commission de la Santé publique. Sachez aussi qu'il était par ailleurs membre du lobby d'assureurs Cura Futura au moment de notre tournage, lobby dont il s'est retiré provisoirement le temps de sa campagne. Vous pouvez retrouver toutes les positions défendues par ce groupe qui représente les intérêts de plusieurs gros assureurs sur le site de Temps Présent. Tout autre chose, nous préparons un reportage sur les femmes qui aiment les hommes plus jeunes, comme Brigitte et Emmanuel Macron en France. Si vous êtes tenté de partager votre témoignage avec nous, seul ou en couple, n'hésitez pas à prendre contact. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt. Les scandales alimentaires ont secoué l'été avec une porcherie vaudoise dans le viseur en France, de la viande de cheval vendue pour du bœuf et d'insoutenables images d'abattoirs et d'animaux maltraités ont suscité une onde de choc. La viande a mal à son image, mais comment fonctionne la filière de la viande en Suisse? Qu'en est-il de la souffrance animale? De l'étable à l'assiette, voyage dans un univers sous haute tension.